Bonjour à vous, bienvenue à ce deuxième webinaire autour du suivi d'activité dans les structures handicap, enfants comme adultes. L'objectif pour nous est de pouvoir partager avec vous des consignes sur je dirais une façon harmonisée en région de pouvoir saisir l'ensemble de l'activité. Vous êtes près d'une centaine actuellement connectés et des connexions se font encore. Je suis Nadia Meni, je suis responsable du département offre médico-sociale pour l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et avec moi, la cheville ouvrière du dossier, Caroline Guillat. Bonjour également à toutes et tous. Donc Caroline Guillain, je suis responsable adjointe du département pilotage et régulation de l'offre médico-sociale aux côtés de Nadia Meni. Je vous propose de débuter. Donc la présentation va se dérouler en deux temps. Une première partie relative au suivi de l'activité des établissements et services médico-sociaux. Nous ferons un temps d'échange pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, dans un deuxième temps, nous ferons une présentation du suivi de cette activité, cette fois-ci, concernant les dispositifs complémentaires qui sont de plus en plus nombreux en lien avec la transformation de l'offre. La conversation est coupée, c'est volontaire. L'idée est de pouvoir passer par la partie Q et R, questions-réponses, qui nous permet d'enregistrer les questions-réponses de manière à compulser une FAQ à l'issue de ces deux webinaires. Et puis, nous vous demanderons si notre réponse répond bien à votre attente de pouvoir mettre un pouce levé de manière à bien identifier que cette question-là a été traitée durant la séance, parce que vendredi, c'était un peu plus complexe de suivre l'ensemble des questions-réponses. Donc, on vous propose cette méthode-là pour pouvoir suivre ce qui est traité de ce qui n'est pas encore traité en séance. Et puis, je ne sais pas si tu l'as dit, Nadia, le webinaire est enregistré et il sera mis sur le site internet de l'agence en lien avec une page internet dédiée justement à la démarche qui va vous être présentée maintenant. J'entends qu'il y a encore des gens qui se Je m'en connectent, occupe. Ouais, je mais le bon, fais. je vous propose de débuter donc avec quelques mots sur les constats et les enjeux. Aujourd'hui, on a des données d'activité qui sont dispersées et disparates. On a 4 outils utilisés aujourd'hui pour la saisie des données d'activité. Donc, le tableau de bord de la performance, ICARS, avec le suivi des indicateurs CEPOM. Nous avons également Via Trajectoire, même si ce n'est pas l'utilité principale. Et puis, l'annexe activité dans le cadre de l'ERRD, EPRD. On a donc des outils multiples, on a des vocabulaires qui sont extrêmement variables d'un outil à l'autre, et on se rend compte que un même indicateur, dans différents outils, on ne va pas retrouver le même résultat. Donc on s'interroge clairement sur la fiabilité des indicateurs et des données aujourd'hui. En complément, il existe 20 rapports d'activité, 5 nationaux, donc ESAT, CAM, CMPP et les PCO, avec des formats et des contenus de la même façon qui sont extrêmement hétérogènes, qui sont parfois non exploités, faute de temps, et parfois d'ailleurs non exploitables. Donc le constat, c'est que cela entraîne une charge de travail importante pour vous, établissements et services, une multiplication des saisies qui sont source d'erreurs et de confusion. Et côté agence, on a un benchmark qui est compliqué, avec une difficulté de recueillir des données qui soient fiables et de fait comparables. Donc, en résumé, c'est un travail qui est chronophage à la fois pour vous et pour nous, avec finalement un résultat qui est extrêmement limité. L'objectif donc, de la démarche qui vous est proposée aujourd'hui, c'est d'harmoniser les pratiques et de donner des clés de lecture communes. Pour ce faire, on va définir précisément les indicateurs attendus, les modalités de calcul et de comptabilisation de ces derniers.
On va simplifier la collecte et la consolidation des données pour pouvoir disposer d'éléments de comparaison à partir de données qui soient fiables et identifier d'éventuels écarts qui pourraient être observés. Tout l'enjeu, c'est bien de disposer d'un outil harmonisé de suivi des établissements et services, de disposer d'un tableau de bord régional qui soit un véritable outil d'analyse partagée. On a bien conscience également que le travail engagé sur le secteur enfance notamment va évoluer avec la réforme Séraphin-PH. Pour autant, ce suivi d'activité, il va perdurer sur le secteur adulte. Et en attendant, eh bien, il faut bien avancer. Donc, on a conscience que ce sera transitoire, mais on avance le temps que les choses se mettent en place. Donc, les propositions qui vous sont faites avec une ligne directrice qui a guidé toute la démarche, harmonisation et simplification. Un seul outil de suivi pour l'activité qu'on a appelée classique des établissements et services. C'est l'annexe activité de l'ERRD qui est retenu comme outil de recueil régional. Un support harmonisé et centralisé dédié aux dispositifs complémentaires, type PCPE, EDAP, unité d'enseignement maternel autisme, etc. On verra ça dans un deuxième temps. L'outil de dématérialisation, c'est démarche simplifiée qui est retenu pour le recueil régional. Un seul et même calendrier, donc les annexes activités dans Import ERRD, et d'ailleurs la plateforme est ouverte ce jour, ainsi que les questionnaires via démarche simplifiée, sont attendus pour le 30 avril de chaque année. Un guide régional a été réalisé pour uniformiser les indicateurs, on en a parlé tout à l'heure, et harmoniser les modalités de comptabilisation. La suppression du remplissage des indicateurs d'activité dans ICARS et des consignes de remplissage du tableau de bord de la performance à partir des données de l'annexe activité. On n'a pas pu éviter la double saisie dans le tableau de bord de la performance, car il y a des données qui sont utilisées par le niveau national pour faire des benchmarks, et on allait mettre la région Bourgogne-Franche-Comté en difficulté. Donc, il y aura une double saisie, mais vous verrez que le remplissage sera largement facilité. Donc, on va commencer par la mesure de l'activité dite classique des établissements et services. Donc, comme indiqué précédemment, c'est l'annexe 9, activités réalisées de l'ERRD, qui est retenue comme outil de transmission pour ces données d'activité. Cette annexe, elle intègre 3 rubriques autres qui laissent une certaine flexibilité qui va permettre d'adapter les modalités d'accueil, notamment au suivi de la réforme Séraphin-PH, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour le suivi de l'activité, 2 unités de mesure sont retenues, la journée et la séance. Donc, pour tout ce qui est autorisation en accueil de jour, de nuit et en hébergement, le décompte de l'activité est attendu en journée. Concernant les autorisations en accompagnement sur les lieux de vie, PMO, CESAT, SAMSA, il est attendu un décompte de l'activité en séance. Concernant les règles à retenir sur la comptabilisation des séances, un acte est lié à l'intervention du professionnel, tandis que la séance est liée à l'usager qui bénéficie d'un accompagnement. Donc ça, ce sont vraiment les principes de base à retenir. Une séance, elle peut donc inclure un ou plusieurs actes, même si dans la plupart des cas, leur nombre sera équivalent. La durée d'une séance n'impacte pas sa comptabilisation. Qu'elle dure 15 minutes ou 4 heures, elle reste une seule séance pour le bénéficiaire. Les prestations indirectes, coordination interne, organisation logistique, etc., ne sont pas comptabilisées en séance. Les prestations directes hors face-à-face ne donnent lieu qu'à la comptabilisation d'actes, mais pas de séance. Donc, je précise bien ce point, les termes direct et face-à-face ne sont donc pas synonymes.
Le face-à-face est obligatoire pour comptabiliser une séance, sauf dans le cadre de la téléconsultation ou de la visioconférence d'une durée supérieure à 15 minutes. Si plusieurs professionnels interviennent pour un même objectif auprès d'un bénéficiaire, on comptabilise une séance, mais plusieurs actes. Si 2 professionnels interviennent pour des objectifs complémentaires mais distincts, auprès d'un même bénéficiaire, on comptabilise 2 séances et 2 actes. Si un professionnel intervient auprès de plusieurs bénéficiaires dans une même séance collective, on comptabilise plusieurs séances, mais un seul acte. Et pour finir, le transport n'est comptabilisé comme une séance que s'il répond à un objectif précis d'accompagnement. Sinon, il reste une prestation logistique, donc une prestation indirecte, et ne doit pas être comptabilisé. Donc ça, ce sont les règles à retenir concernant la comptabilisation des séances. Quelques exemples en pratique. Un psychologue réalise un entretien individuel avec un enfant. On est bien sur un acte lié à un professionnel, la psychologue, et une séance liée à l'enfant. Et on est dans le cadre d'un face-à-face avec une prestation directe. Une psychomotricienne qui réalise un atelier collectif avec 3 enfants. On va comptabiliser un acte, mais 3 séances, puisqu'on est par une séance par bénéficiaire. 2 professionnels qui accompagnent un enfant pour un même objectif, on va comptabiliser 2 actes, mais une seule séance. 2 professionnels qui interviennent pour des objectifs distincts auprès d'un groupe de 5 enfants, on sera sur 2 actes, mais on va comptabiliser 10 séances, puisqu'on a 2 séances de comptabiliser par bénéficiaire. Un éducateur qui appelle une famille pour organiser une rencontre, on est sur une prestation indirecte d'organisation et de planification, donc on ne comptabilise ni d'actes ni de séances. Une équipe pluridisciplinaire, donc là en l'occurrence 5 professionnels qui préparent un projet personnalisé d'accompagnement sans la présence de l'usager. On comptabilise 5 actes, mais 0 séance. On est bien sur une prestation directe, sans face-à-face, donc pas de séance de comptabiliser. Un éducateur qui transporte un enfant de l'IME à l'ULIS. 0 acte, 0 séance. On est sur une prestation indirecte, un déplacement simple d'un point A vers un point B, sans interaction éducative. En revanche, un éducateur qui accompagne un adolescent en transport en commun pour lui apprendre à se déplacer en autonomie, on va être sur un acte et une séance, puisque là, on est bien sur une prestation éducative structurée qui vise l'acquisition d'une compétence. Et pour finir, une orthophoniste qui rencontre la famille de l'usager pour faire un point sur le projet personnalisé de l'enfant. On est bien sur un acte et une séance, puisqu'on est sur un face-à-face avec l'entourage. Le face-à-face, il est valable avec l'usager et son entourage. Donc, une séance sera comptabilisée. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Dans le guide qui sera disponible, vous aurez encore d'autres exemples si besoin pour avoir un panel assez global. Concernant la démarche proposée, on a retenu 2 indicateurs d'activité, la file active et le taux d'occupation. Pour harmoniser et standardiser le calcul de l'activité et notamment le calcul du taux d'occupation, il est attendu de se baser sur les durées d'ouverture qui sont indiquées ci-dessous. Pour chacun des établissements et services, vous devrez vous conformer aux durées d'ouverture théoriques qui sont indiquées, toujours dans cette logique de pouvoir avoir des données qui puissent être comparables. La file active, donc pour rappel, c'est le nombre de personnes accompagnées au moins une fois au cours de l'année civile. Elle est égale au nombre de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 de l'année N, auquel vous additionnez le nombre de sorties définitives dans l'année.
Donc, quelques points de précision. Une personne qui bénéficie de plusieurs modalités de prise en charge dans l'année ou de plusieurs séjours n'est comptabilisée qu'une seule fois dans la file active. Le volume d'activité qui va être lié aux diverses modalités d'accueil ou de séjour, eh bien, ce sera pris en compte dans le calcul du nombre de séances ou du nombre de journées. Et peu importe le rythme d'accueil, tant que la personne a bénéficié d'un accompagnement dans l'année, elle est incluse dans la file active. Concernant le taux d'occupation annuel, exprimé en pourcentage, il se calcule de la façon suivante. Activité réalisée divisée par l'activité théorique. Donc jusque-là, c'est relativement simple. Pour autant, il va falloir que l'on définisse les modalités de calcul attendues de cette activité théorique. Et elle va être différente en fonction de l'unité de mesure. Si on prend l'unité de mesure nombre de journées, l'activité théorique, elle va être calculée de la façon suivante. Nombre de places installées multiplié par le nombre de jours d'ouverture théorique que l'on a vu précédemment. L'activité réalisée, quant à elle, ce sera le nombre de journées réalisées au total, au maximum, sur l'année complète. Je rappelle que 2 demi-journées, parce que vous avez aussi la possibilité de comptabiliser en demi-journées, 2 demi-journées est égal à 1 journée. Et au maximum, vous pouvez comptabiliser 1 journée par usager par 24 heures dans le cadre des modalités d'accueil d'hébergement. Une précision concernant les journées d'absence. Dans la démarche qu'on vous propose, c'est de déduire toutes les journées d'absence des journées réalisées dans le calcul de cette activité. Donc, une journée réalisée, c'est une journée de présence effective. Toutes les absences sont donc à déduire, qu'elles soient prévues ou non, et quel que soit leur motif et leur durée. J'ai pris un exemple d'un établissement d'accueil médicalisé. Donc, je connais mon nombre de jours d'ouverture théorique, 365 jours. Je connais mon nombre de places installées, 35 places d'hébergement permanent. Je calcule mon activité théorique. Nombre de places fois nombre de jours d'ouverture théorique, ce qui nous fait 35 fois 365. Ce qui fait un total de 12 775 journées possibles au cours de l'année. Je recense mon activité réalisée, telle qu'on vient de le définir. Nombre de journées réalisées, dans l'exemple, on est à 12 000 journées. Et là, donc, je calcule mon taux d'occupation annuel qui sera de 94% dans l'exemple. Si on prend cette fois-ci l'unité de mesure nombre de séances, en l'absence aujourd'hui de critères, on va dire, fiables, on vous propose de convenir ensemble de modulateurs d'activité qui nous permettent d'avoir une méthode de calcul uniforme pour l'ensemble des établissements et services. Si on prend la PMO LCSAD sur le secteur enfant, le calcul de l'activité théorique serait de nombre de places installées multiplié par 1,2 usagers, multiplié par 3,5 séances en moyenne hebdomadaire, multiplié par le nombre de semaines d'ouverture théorique. Sur le secteur adulte, pour les SAMSA ou la PMO d'ailleurs, au général sur le secteur adulte, le calcul est de nombre de places installées multiplié par 2 usagers, multiplié par 2 séances en moyenne hebdomadaire, multiplié par le nombre de semaines d'ouverture théorique. Vous le voyez sur le secteur adulte, l'intensité est moins importante que sur le secteur enfance, donc on a des modulateurs d'activité qui sont différents. Ce qui est important également de retenir, c'est que on ne peut pas garantir dès le départ que les modulateurs d'activité qui sont proposés seront bons dès le début. Donc,
On vous propose d'attendre les résultats au regard de cette proposition et puis ensemble, on réajustera éventuellement ces modulateurs en fonction des résultats obtenus. Si on prend l'exemple de prestations en milieu ordinaire au sein d'un dispositif, mais ce sera exactement le même calcul pour un CESAD, je connais mon nombre de jours d'ouverture théorique, 210 jours. Je connais mon nombre de places installées en PMO, 40 places. Je calcule mon activité théorique en appliquant le calcul qui a été défini. 40 fois 1,2 usagers fois 3,5 séances en moyenne multiplié par 42 semaines hebdomadaires, ce qui nous fait un total de 8820 séances possibles. Je recense mon activité réalisée, le nombre de séances réellement réalisées dans l'année, 9000 séances, et donc je calcule mon taux d'occupation annuel. Dans l'exemple, on est sur un taux d'occupation de 102%. Alors, une fois que l'on a défini les indicateurs, les modalités de calcul et les modalités de comptabilisation, eh bien, encore faut-il enregistrer ces données de façon uniforme. L'annexe activité, elle a l'avantage d'avoir 3 rubriques autres qui, du coup, nous permettent d'avoir la main sur ces rubriques et de pouvoir définir ce que l'on en attend. La contrepartie, c'est que c'est un cadre normalisé et que, notamment sur les 3 modalités d'accueil, internat, semi-internat et externat, nous n'avons pas la main sur ces modalités d'accueil. Sachant que l'on sait pertinemment que ça ne correspond plus à vos autorisations actuelles, mais en attendant une évolution future, eh bien, il va falloir qu'on fasse avec. Donc, la proposition qui vous est faite, et c'est l'objet de ce tableau, c'est d'avoir un tableau de correspondance entre les modalités d'accueil qui sont attendues dans la réforme Séraphin-PH et les modalités d'accueil que l'on va indiquer dans l'annexe activité. Concrètement, vous prenez un dispositif, eh bien, les places d'hébergement, nous allons convenir ensemble que vous irez l'indiquer dans la ligne correspondant à la modalité d'accueil internat dans l'annexe activité. De la même façon, l'accueil de jour, nous convenons ensemble que vous irez indiquer cette modalité dans la ligne semi-internat. Tout ce qui est prestation en milieu ordinaire, vous l'indiquerez dans la ligne externat. En ce qui concerne l'accueil de nuit, eh bien, vous irez indiquer dans la ligne autre 2, accueil de nuit, pour que chacun puisse définir cette modalité au même endroit. De la même façon, les places autorisées en famille d'accueil, vous irez l'indiquer dans autre 3. Et nous avons pris en compte également la file active, qui est une donnée importante pour mesurer cette activité et qui est plus conforme aussi avec les attendus en lien avec la transformation de l'offre. Et cette file active, on va vous demander de l'indiquer dans la ligne autre 1. Quel que soit le type d'établissement ou de service, à chaque fois, on vous demandera d'indiquer la file active dans la ligne correspondant à autre 1 dans l'annexe activité. Et donc cette file active, elle est tout mode d'accueil confondu. Dans cette annexe activité, on va vous demander de ne pas comptabiliser les places d'unités d'enseignement externalisées autisme, notamment maternelle, les unités d'enseignement pour enfants polyhandicapés et les DAR, que dans votre autorisation, ces capacités sont intégrées dans l'autorisation globale. Dans la mesure où, en plus, ces dispositifs vont être suivis par ailleurs dans le cadre de démarches simplifiées, il faudra bien penser à enlever les places autorisées dans les modalités du nombre de places à indiquer dans l'annexe activité. Les CAMS, les CMPP et les ESAT, dans la mesure où vous disposez d'un rapport d'activité nationale à compléter, avec les mêmes indicateurs attendus, vous êtes exempté de remplir l'annexe activité. On va vous demander de la générer, mais
vous pourrez indiquer 0 dans chacune des cases. Il n'y a pas d'obligation de remplissage. Pour les quelques établissements aujourd'hui qui ne sont pas sous CEPOM, qui ne sont pas soumis à l'ERRD, on va vous demander de compléter le compte administratif selon les mêmes consignes. Donc, ces consignes de remplissage, elles sont valables aujourd'hui pour l'annexe 9, activités réalisées, mais elles le seront de la même façon pour l'annexe 4 sur l'activité prévisionnelle. Donc, en octobre 2025, on vous demandera de compléter l'activité prévisionnelle selon les mêmes consignes. Et pour finir, l'annexe relative aux amendements Creton est toujours à compléter et à transmettre selon le calendrier réglementaire. Là, vous avez un exemple d'une annexe activité qui serait complétée au regard des consignes qui viennent d'être données. Donc, vous voyez, pour l'externat correspondant à la PMO, c'est un dispositif qui dispose de 50 places installées, 30 places d'accueil de jour, 10 places d'hébergement, sachant que sur le secteur enfant, l'hébergement, c'est de l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire. Une file active, 230 personnes accompagnées tout au long de l'année, 5 places d'accueil de nuit. Et donc, il ne complète pas la partie autre 3 puisqu'il n'a pas de place autorisée pour des familles d'accueil. Et ensuite, il vient compléter le nombre théorique et le nombre de journées réalisées ou de séances en fonction de la modalité d'accueil. Rapidement, je vous l'ai dit en préambule, on souhaitait pouvoir vous simplifier le remplissage du tableau de bord de la performance. Donc, vous voyez à gauche, ce sont toutes les données d'activité qui sont attendues dans ce tableau de bord. Et à droite, par type d'établissement, vous avez les cases en bleu. Les cases bleues correspondent à l'activité que vous aurez indiquée dans l'annexe. Et donc, vous allez pouvoir faire un copier-coller de la donnée de l'annexe activité que vous allez mettre dans le tableau de bord. Donc, si on vous demande le nombre de journées réalisées au global pour une maison d'accueil spécialisée, vous allez aller prendre la donnée qui est indiquée dans la case F17, F18, F20 de l'annexe activité que vous aurez complétée pour cet établissement. Vous additionnez et vous allez indiquer ce chiffre dans le tableau de bord de la performance. On a fait ce travail de correspondance et de corrélation pour vous. Les cases blanches où vous voyez indiqué 0, eh bien, ce sont des cases que vous n'aurez pas, des données que vous n'aurez pas complétées dans le tableau de bord, soit parce que vous n'êtes pas concerné, soit parce que vous êtes exempté de remplir ces données. Et restera les cases qui sont vertes, pour lesquelles vous n'aurez pas de données dans l'annexe activité. Et pour autant, on a besoin de ces données dans le tableau de bord de la performance. Donc, il faudra aller les compléter, mais vous voyez que sur la totalité des données qui sont demandées, les cases vertes sont relativement limitées. Et puis, une précision importante aussi, les données sur lesquelles vous n'aurez pas complété, il faudra bien penser à remplir 0 pour pouvoir atteindre le taux de remplissage de données qui vous permettent de valider votre campagne. Là, vous avez le lien vers la page internet de l'agence qui est déjà active, dans laquelle vous trouverez le replay du webinaire d'aujourd'hui, donc qui sera mis en ligne en fin de journée ou demain matin. Vous allez trouver le guide régional du suivi de mesures d'activité, qui est bien plus complet que ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et vous trouverez 2 capsules vidéo sur comment renseigner l'annexe activité, un exemple d'un DAM et un exemple d'une masse qui va vous permettre de compléter cette annexe activité pas à pas et qui devrait également vous faciliter le remplissage. Et j'en ai fini pour cette première partie. Donc, je vous propose de passer aux questions et on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions du mieux possible. La majorité des questions ont pu être traitées en direct, donc j'ai mis des pouces une fois qu'elles étaient traitées. Pour autant, j'en ai laissé 2. Une première sur les ESAT. Oui, Tu la vois? alors, euh,
Hop, sur les ESAT, archivé, non. C'est tu pourrais me donner le nom de la personne, que ça sera plus facile. J'ai que le début. Vanu, oui. Oui. Ah, ok. Pour les taux d'occupation en ESAT, vous avez dit qu'il fallait comptabiliser toutes les absences, donc les arrêts maladie. En 2024, l'ARS m'a demandé de ne comptabiliser que les absences, arrêts supérieurs à 3 jours. Pouvez-vous repréciser ce point? Autre question sur ce taux d'occupation en ESAT, pouvez-vous confirmer que nous pouvons comptabiliser les journées de stage? Alors, concernant les absences, pour les arrêts supérieurs à 3 jours, ça c'est dans le cadre de la déclaration que vous faites à l'ASP, vous avez des journées de carence au-delà de 3 jours. Concernant nous, ce qu'on va attendre de la mesure d'activité pour les AT, c'est bien de comptabiliser ces journées en journées d'absence. Comme indiqué dans le diaporama, une journée de présence, une journée réalisée correspond à une journée de présence. Donc là, pour harmoniser les modalités de calcul, on va demander aux ESAT de comptabiliser l'ensemble des séances. Concernant la deuxième question sur les journées de stage, oui, je vous confirme, tout ce qui est stage est mis à disposition. Vous le Les pulsions, j'imagine que vous non plus. Donc oui, vous le comptez, effectivement. Et j'étais en même temps en train de répondre sur une autre question. J'espère que vous me captez toujours. Ouais, je crois que j'ai été déconnectée pendant quelques secondes. Oui, vas-y. Tu entends? Oui, c'est tout bon. Oui, oui, je vous entends. Parfait. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle d'un écho. Oui, mais j'ai coupé. C'est parce que j'avais D'accord. mon microphone en même temps que toi. Je pense que c'est... Ok. Alors, donc exact. Quid de la comptabilisation dans les DAM des jours d'absence pour stage en milieu protégé ou ordinaire ou CFA, avec financement des frais inhérents à ces stages? De la même façon que pour les ESAT, concernant enfin voilà, des stages en milieu protégé ou autres, vous les comptabilisez bien en journée. Bonjour, quelle est la période à laquelle s'applique ce nouveau mode de recueil, 2024 ou 2025? Il est attendu de vous que dès le 30 avril de cette année, donc 30 avril de l'année 2025, pour les données d'activité réalisées en 2024, vous puissiez nous faire remonter ces données. J'étais en train de répondre en fait à la question suivante, mais que je vais relire. Je publie donc le modulateur 1,2 indiqué dans les calculs théoriques de la PMO, prestation en milieu ordinaire, ont vocation à avoir un modulateur type en région. Euh, on sait que on n'est pas sur une capacité de une place égale une personne accompagnée. Peut-être qu'à posteriori, on se rendra compte que le modulateur est plutôt 1,3, 1,4, 1,1. Peut-être pourrons-nous scinder des ESAD plutôt dit renforcés ou plutôt handicap type moteur. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de valeur définie en région et du coup, chaque établissement, qui soit en PMO, en CESAD justement, nous remonte des données très différentes, calculées chacun à sa manière, parfois au sein même d'un même OG et parfois même de façon différente entre les SMS d'un même OG. Donc là, l'idée, c'est de fixer une consigne à un moment donné et ensuite pouvoir partager les résultats avec vous et voir si ce modulateur est juste ou erroné. Si tout le monde est à 80% du taux d'activité à l'issue de nos différentes remontées, alors on saura que le 1,2 était sans doute trop haut, trop haut. Si en revanche, on voit que tout le monde est à 95% ou qu'on arrive à détailler des catégories différentes, alors on pourra l'affiner. Mais l'idée, c'était de partir sur un moment donné un modulateur. Et on savait qu'il serait différent de 1.
Un temps pédagogique réalisé par un enseignant mis à disposition par l'Éducation nationale en CESAD sera-t-il comptabilisé comme une séance? Dans la mesure où cet enseignant, il est mis à disposition par l'Éducation nationale, mais il fait bien partie de l'accompagnement du bénéficiaire, oui, vous pouvez le comptabiliser comme une séance. Alors, est-il prévu à moyen terme de déposer nos activités sur une plateforme web et non un fichier Excel et que celui-ci soit directement importé dans le tableau de bord médico-social à l'instar du PMICI repris dans la SAE en sanitaire? Alors, est-ce que c'est prévu à moyen terme? Non, je ne crois pas, puisque l'activité dans le cadre de Séraphin PH, euh, c'est amené en tout cas à être mesuré dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, enfin, sauf si toi, Nadia, tu as des infos de ce côté-là, je ne crois pas que ce soit prévu. Absolument. Mais ce serait chouette. J'allais l'indiquer, c'est que là, on dépend vraiment d'outils nationaux. Donc, ces outils nationaux, de la même façon qu'on n'arrive pas à les bouger, c'est nous qui, du coup, vous voyez, internat, semi-internat, ce sont des données, elles sont déjà existantes en l'état. Les cellules qui sont inscrites en blanc, on ne peut pas les toucher. Voilà, ces outils, de la même manière, aujourd'hui, non, ne sont pas appelés à évoluer plus que ça. Et c'est pour ça que, faute de consignes particulières, on vous donne en région des consignes à appliquer de façon uniforme entre l'ensemble du secteur PH. Je prends la question Oui. CRDV, donc les actes liés à la transcription et adaptation des documents pour pouvoir adapter la scolarisation des jeunes qui en suivent une. Oui, ça nécessite un grand temps d'activité. Pour autant, effectivement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'actes en direct, elles ne sont pas remontées ici. Pour autant, il est possible d'indiquer à travers une plage de commentaires et de pouvoir peut-être identifier les heures que vous passez sur ce type d'activité, mais d'une autre manière. En tout cas, là, l'idée, c'est vraiment d'être sur le même comptage d'activités, les mêmes consignes de remplissage de l'information. Et pour compléter, vous aurez dans la partie autre doc, dans import ERRD, la possibilité, si vous le souhaitez, d'apporter des éléments de précision concernant justement vos données d'activité. Donc, si vous voulez préciser certains points de l'annexe activité, eh bien, vous pourrez le faire dans cette partie autre doc où vous pourrez indiquer toutes les précisions plutôt qualitatives qui pourraient nous apporter des éléments d'éclairage. Je pars sur la question de Madame Henry autour des personnes qui sont hospitalisées et qui, du coup, qu'elles soient programmées ou non programmées, impliquent une absence à un moment donné. Donc, effectivement, il n'y a pas activité, donc il n'y aura pas comptage. Peut-être vous le faisiez auparavant. L'idée, c'est que là, pareil, on fasse tous la même chose. Donc, ce n'est pas compté dans l'activité. Et c'est pourquoi, j'en profite ici, dans les CEPOM, nous étions sur un taux d'activité ciblé à 90%, puisque l'idée, c'est qu'on savait qu'il y a toujours une marge estimée à 10%. C'était aussi ce qui avait été entendu dans le groupe activité CNSA de peut-être absences liées à des hospitalisations ou encore des absences ou des modifications d'organisation, notamment liées à la transformation, et d'où ce laps de 10%, de manière à intégrer toutes les modifications qui peuvent survenir, que ce soit des changements de programme inattendus ou même programmés. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. En ESAT, un stagiaire qui vient d'une autre structure type IME ou autre est bien à comptabiliser. Même un chantier école qui vient 2 jours par semaine avec son éducateur. Alors non. Euh, dans ce type de situation, moi, quand je parlais de stagiaire, c'était les mises à disposition essentiellement. Donc là, si vous avez un jeune qui vient 2 jours au sein de l'ESAT, il ne sera pas comptabilisé. Il sera comptabilisé dans l'activité du CESAD, mais il ne sera pas comptabilisé dans l'activité de l'ESAT. Il y avait une question aussi toujours en lien avec les absences. Oui.
Comment sont comptabilisées les journées d'absence des jeunes pour convenance personnelle, choix de la famille dans le taux d'occupation? De la même façon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nadia précédemment. Pas de présence. Alors après, on entend, hein, que c'est pour convenance personnelle, mais pour autant, le jeune n'est pas présent, donc il n'est pas comptabilisé en journée réalisée. Pour ce qui est unité d'enseignement, nous l'abordons dans la deuxième partie, donc juste après ce temps de questions-réponses. Bonjour, je suis directrice adjointe d'un IME classique, 210 jours pour 60 enfants et 150 autres jours. J'ai 8 places pour des jeunes provenant d'autres ESMS. Comment je calcule l'activité? Vous calculez l'activité, vous faites votre activité théorique, donc 60 enfants multipliés par 210. Pour le reste, 8 fois 155, donc ça, ce sera votre activité théorique, et vous calculez le nombre de journées réalisées avec la présence effective de ces jeunes. Réponse identique à Madame Mongeau pour un IME ouvert sur 204 jours en 2024. OK, c'est possible. Donc oui, effectivement, vous le recalculez sur un taux théorique, un nombre de jours d'ouverture de 210 jours. L'idée, c'est de pouvoir comparer, hein, l'ensemble et vous aussi pouvoir vous positionner sur l'ensemble des structures. Donc oui, ça va modifier votre taux d'occupation. Pour autant, c'est bien sur 210 jours désormais que l'ensemble des structures enfance seront benchmarkées. Et oui, ça sera bien pour le RRD d'avril 2025. La comptabilisation en séance n'était pas faite en 2024 dans Notre-Dame. Il sera difficile de le faire de manière rétroactive. On l'entend et on en a bien conscience. Le 30 avril, ça va arriver très vite et pour ceux qui n'étaient pas dans cette modalité de comptabilisation, on a bien conscience que ça risque d'être compliqué. Donc, si vous avez la possibilité de le faire de manière rétroactive, évidemment, on va vous demander de le faire. Si c'est extrêmement compliqué, voire impossible pour vous, eh bien, on vous demandera d'indiquer 0 dans la modalité correspondante et de nous le préciser au niveau qualitatif dans la partie autre doc, dans laquelle vous viendrez nous apporter des éléments complémentaires pour nous expliquer que vous n'aviez pas la possibilité de nous donner les données d'activité au regard des mesures qui vous étaient demandées. Le nombre théorique en accueil temporaire, tout va dépendre, Monsieur Gonzalez, je ne sais pas si vous parlez d'un établissement enfant ou adulte, puisqu'on va se coller à la structure. Donc, si c'est une masse ou un EM, on sera sur 365 jours, quand sur un IME, vous serez sur 210 jours. Donc, tout va dépendre de la structure d'appui. Et oui, l'absence sera comptabilisée dès le premier jour. Bonjour, vous nous dites, c'est Madame Robert, vous nous dites de ne pas comptabiliser les jours d'absence dans le calcul du taux d'occupation. Nous avons EHPAD et EAM et des jours d'absence pour hospitalisation et ou vacances. Cela signifie que nous ne devons pas prendre ces journées décomptées pour le calcul du taux d'occupation. Alors oui, en effet, dans les journées réalisées, lorsque la personne n'est pas présente, vous ne les comptabilisez pas. Pour autant, là, on est uniquement sur le champ du handicap. Donc, concernant les EHPAD, pour l'instant, alors ça va venir, on va faire le même travail sur le secteur des personnes âgées, mais pour le moment, sur le secteur des EHPAD, vous comptabilisez comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Là, on est uniquement sur le secteur du handicap. On distingue vraiment l'aspect facturation, je pense aussi aux ESAT ou le temps vis-à-vis des travailleurs handicapés, le temps travaillé, et vous, l'activité au sein de la structure. L'idée, je le répète encore une fois, hein, c'est qu'on ait les mêmes façons de travailler en ESMS, en OG, au niveau de la région, et pouvoir ainsi opérer des benchmarks qui soient efficaces, lucides. Pour répondre à Monsieur Madelin, dans le cas d'un SAMSA comportant un accueil de jour, le suivi de l'activité est comptabilisé en journée ou en séance. Il est bien comptabilisé en journée. Si vous regardez le tableau qui vous a été présenté,
Vous verrez que pour chaque modalité d'accueil, on vous précise si c'est attendu sur une comptabilisation en journée ou en séance. Et donc l'accueil de jour, on est bien sur une comptabilisation en journée. Madame Fourcault, dans le cadre de votre transformation de l'offre, oui, vous déployez de l'appui ressources pour renforcer l'inclusion et cette part d'activité va se développer de plus en plus sur l'ensemble des structures. Pour autant, aujourd'hui, dans le secteur handicap, ce n'est pas ce qui va être évalué là dans les annexes activités. Ce n'est pas aujourd'hui une part d'activité que l'on sait quantifier, qualifier exactement et ce n'est pas donc l'objectif là de ce travail actuel autour des annexes activités et ensuite des autres dispositifs. Ça prendra part dans ça aura toute sa place dans Séraphin PH. Madame Galland, qui pose une question, à ce jour, sur l'ERRD, nous remplissons déjà les 3 cases autres. Week-end ouvert à l'IME, week-end ouvert sur un autre dispositif Creton, week-end sur le répit. Comment allons-nous remplir la case file active? Alors, merci d'avoir posé cette question. Ça démontre bien justement tout l'intérêt de ce travail. Pour l'anecdote, dans Autres 1, 2 et 3, on a identifié plus de 40 propositions différentes. Et donc là, on le voit, week-end ouvert à l'IME en font partie. Et vous voyez bien que chacun, derrière Autres 1, 2 et 3, y mettait des choses différentes. Quand parfois, d'ailleurs, ils mettaient quelque chose, parce que des fois, on avait des données d'activité, mais on ne savait pas à quoi ça correspondait. Donc, c'était complètement inexploitable. Donc là, on va vous demander de compléter Autres 1 et 2 et 3 selon les règles qu'on vous a données. Et pour votre file active, vous prenez bien euh, l'ensemble des jeunes que vous avez accompagnés tout au long de l'année, toutes modalités d'accueil confondues, et c'est ce qui va constituer votre file active. Ces modalités sont-elles communes avec l'ARS et les 8CD? Eh bien non, hein, c'est bien une des réponses que j'apportais un peu plus tôt au niveau des EANM. On est complètement sur le champ département. On n'est pas allé évaluer auprès des 8 départements si cette démarche était applicable ou pas sur le champ purement départemental. C'était pas notre objectif là. L'idée, c'était vraiment au niveau agence déjà de partir sur des définitions qui remportent déjà énormément de structures au niveau notamment de l'enfance. C'était une de nos orientations principales. Ensuite, si vous venez, j'imagine, avec des propositions de remplissage assez harmonisées à votre niveau, je ne pense pas que les départements en prendront ombrage. Au contraire, ça permettra aussi pour eux de structurer des benchmarks utiles. Aujourd'hui, donc, on n'est pas allé les voir sur ces structures purement départementales. On ne voit pas d'autres questions. Et puis, on va pouvoir répondre à Madame Fleury qui s'intéressait au comptage d'activités dans les unités d'enseignement. Alors, unité d'enseignement. Alors là, c'est UUE, donc c'est encore différent. Là, c'est unité d'enseignement externalisée. Donc, pour les unités d'enseignement externalisées, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de sujet puisque ce n'est pas comptabilisé dans vos autorisations. Par contre, sur les unités d'enseignement élémentaire autisme, par exemple, dans votre autorisation, vous allez avoir 7 places en PMO, par exemple, qui vont être indiquées. Donc, quand vous allez indiquer le nombre de places en PMO dans l'annexe activité, il faudra déduire ces 7 places pour pouvoir avoir l'activité réelle de votre activité, on va dire classique, dans l'établissement. Et les unités d'enseignement maternel, on va le voir là dans la deuxième partie, ils vont être suivis d'une autre façon. Et notamment au travers de la file active, puisque sur des unités de cette place, on va regarder le taux d'occupation, mais il a beaucoup moins d'intérêt que pour les autres
établissements et services. Alors, nouvelle publication. Je répondais à Madame Poirier qui demandait si sur les structures EAM, les départements avaient été informés. Donc, Oui. nous les avons informés du lancement de ces travaux. Sur le secteur handicap, ils se sont dit pas prioritairement intéressés pour travailler à nos côtés, mais qu'en revanche, le secteur grand âge les intéressait particulièrement. Donc, on est parti à ce stade seul sur les travaux handicap. Et puis, nous partagerons nos travaux autour du grand âge avec eux ensuite. Pour revenir sur la question de Monsieur Mazelin, si un SAMSA propose des activités collectives en journée à des personnes avec orientation SAMSA, on comptabilise en séance. Pour tout ce qui est SAMSA et PMO, oui, on est sur une comptabilisation en séance. Nadia, je te laisse répondre peut-être à Madame Minker concernant les modulateurs d'activité. Concernant l'activité théorique en PMO, le Pareil. calcul que vous proposez est fixé à 3,5 par semaine, toutes déficiences confondues. Actuellement, la cible est de 3 par semaine pour les DI et de 5 pour les TSA. Voilà, là, l'idée, on n'est vraiment pas sur des cibles, hein. On est sur, à un moment donné, on calcule tous de la même manière et on utilise tous le même modulateur. À l'issue de ça, on saura du coup mieux faire des groupes homogènes par déficience, par catégorie, peut-être par territoire, je ne sais pas, voilà, on saura mieux faire nos échantillonnages. On était parti sur ces cibles, et elles continuent à l'être dans le cadre des CEPOM. Pour autant, là, on est sur comment je mesure mon activité et comment nous l'harmonisons ensemble en région. C'est vraiment très différent. Et donc, on l'a fixé à 3,5, oui, toutes déficiences confondues. Et ensuite, à travers les résultats que nous obtiendrons, nous serons en mesure de différencier en fonction des déficiences rencontrées dans les autorisations. On aura juste un souci, et il n'est pas des moindres, c'est pour les autorisations qui sont toutes déficiences. Donc là, on aura voilà, ce travail de finesse à réopérer après. Et puis, j'étais en train de répondre aussi à Madame Henry qui indiquait si des questions viennent au moment du remplissage. Donc, différentes choses. Vous aurez toujours le guide et ce diaporama. Vous aurez également 2 tutos qui sont déjà en ligne et qui vous permettent en direct de pouvoir regarder comment se remplissent les différentes cellules. Et enfin, nous mettons à disposition un genre de SAV, entre guillemets, mais on veut vraiment que ce soit l'ultime recours si vous n'avez pas trouvé vos réponses dans les 2 principaux supports que je viens de vous évoquer, qui est une balle, une boîte aux lettres générique que je vais vous indiquer là, dans la discussion. Et on mettra également une fac. fac à disposition sur le site internet pour que chacune de vos questions qui remontent, on puisse apporter la réponse et qu'elle soit utile pour d'autres. Dans l'annexe activité, une question de Madame Montagne. Il y a les années N-1, N-2 à compléter au 31 avril 2025. Nous n'aurons pas les éléments de ces années-là selon de nouveaux modèles. Que devons-nous mettre? C'est très simple, vous ne les complétez pas. Donc, c'est indiqué dans le tuto que vous pourrez aller regarder. Donc, ça, on le précise dans le tuto. Vous complétez pas les années puisque, effectivement, les consignes n'étaient pas les mêmes. Donc, ça n'aurait aucun sens. Je vois qu'il n'y a plus de questions, a priori. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, que l'on puisse ensuite prendre un temps également d'échange sur les dispositifs complémentaires, même si c'est plus rapide que la première partie. Donc, concernant la mesure de l'activité des dispositifs complémentaires, elle va être réalisée donc via la plateforme en ligne sécurisée Démarche simplifiée. Vous voyez à l'écran la liste des dispositifs qui vont faire l'objet d'un formulaire via Démarche simplifiée. Vous avez donc les PCPE, je ne les passe pas tous en revue, vous les voyez, mais
les dispositifs de répit autisme, dispositifs d'autorégulation. Au total, il y a 12 dispositifs qui feront l'objet de ce questionnaire en ligne. J'ai indiqué les PCO 0,6 et 7-12 ans qui, elles, font l'objet d'une démarche simplifiée, mais qui est gérée par le niveau national. Et ensuite, nous avons 3 dispositifs que nous n'avons pas intégrés cette année pour diverses raisons, mais qui le seront pour les années futures. Communauté 360, tout ce qui est dispositif d'appui à l'autodétermination, et puis les PASS, qui sont aujourd'hui déployés uniquement en Côte d'Or. Nous avons également identifié d'autres dispositifs, mais qui parfois existent uniquement auprès d'un ou deux organismes gestionnaires. Donc, on n'a pas fait de formulaire dédié spécifique pour ces dispositifs et on va vous demander d'aller déposer le rapport d'activité qui correspond à ces dispositifs et qui sont tout aussi importants que ceux cités précédemment, de les déposer sur un port ERRD dans autre type de doc. En résumé, vous allez recevoir en fin de journée ou dès demain matin un mail unique qui sera personnalisé pour chaque organisme gestionnaire. Donc, il va être envoyé sur la balle générique de Logé ainsi qu'à vos directeurs et qui va recenser l'ensemble des dispositifs connus que vous portez au sein de vos organismes et vous aurez à chaque fois les liens soit vers les formulaires démarches simplifiées à compléter d'ici le 30 avril 2025, soit l'indication pour déposer ces rapports d'activité. Pour pouvoir y accéder, il faudra créer un compte si vous n'en avez pas encore dans Démarches simplifiées. Donc c'est très simple, vous donnez une adresse mail et vous donnez un mot de passe et vous pourrez accéder directement au questionnaire en ligne. J'attire votre vigilance sur le numéro finesse établissement qui sera demandé systématiquement et que vous allez retrouver dans le mail qui vous sera transmis. Vous aurez le numéro finesse de l'établissement qui correspond à l'établissement porteur de votre dispositif et qu'il faudra bien indiquer dans le formulaire. Nous avons fait un travail également de simplification des données qu'on va vous demander. Donc, c'est quelques données quantitatives et vous aurez également une partie qualitative à remplir avec des vignettes parce qu'il nous semble important sur ce type de dispositif d'avoir également des éléments qualitatifs et pas rester que sur des données chiffrées. Vous aurez la possibilité de prévisualiser le questionnaire avant de commencer l'enregistrement et vous pouvez y revenir comme vous voulez. Ça s'enregistre automatiquement quand vous avez complété. C'est pas perdu, une fois que vous avez rempli, c'est préenregistré. De notre côté, on vérifiera l'exhaustivité et la fiabilité des données. Si on voit qu'il manque des données ou que c'est parfois incohérent, on se permettra de revenir vers vous pour peut-être avoir des éléments de précision. Et puis en retour, on s'engage à réaliser une infographie sur chacun des dispositifs avec des comparaisons départementales et régionales et à vous les transmettre pour que vous puissiez, vous également, avoir des éléments sur les données que vous nous avez transmises. Et pour finir, on voulait faire un point concernant les démarches régionales et nationales qui sont complémentaires à la démarche qui vous est proposée aujourd'hui. Et c'est des questions aussi qui sont revenues régulièrement tout au long du travail. Donc, on souhaitait vous faire un zoom sur Séraphin PH et l'expérimentation du suivi d'activité R. Et pour pouvoir en comprendre toute la complémentarité, revenir ici sur les objectifs, puisque Séraphin PH, donc actuellement qui ne s'intéresse qu'au secteur enfance, poursuit 3 objectifs principaux. Déjà, redéfinir le périmètre des budgets pour les rendre plus équitables entre établissements et services. Donc, l'idée est de pouvoir retravailler à partir des dotations dites historiques, quelle est aujourd'hui la véritable activité, tant quanti que quali, identifiée dans les différentes structures. Un deuxième objectif qui est de faciliter et soutenir les parcours de vie, ce qui n'est pas là identifié dans les différentes et annexes activités
et dans les enquêtes démarches simplifiées. Et enfin, identifier une réforme pour la rendre lisible, de manière à ce qu'elle soit comprise par tous. Et là, on est sur Séraphin Péage. De la même manière, nous poursuivons ce même objectif, mais sur un autre cap, en vous décrivant ici quelles peuvent être les consignes pour le suivi d'activité 2024. En complément, et je reviens sur l'objectif 2, de faciliter et soutenir les parcours de vie. Là aussi, toute la place faite à l'expérimentation de suivi lancée par la R, et en particulier poursuivre l'activité dans les dispositifs. Aujourd'hui, ce que vous allez nous remonter dans les annexes activités ne nous permet pas de voir exactement toutes les allées et venues, les transferts d'une modalité à une autre. Elle fige une photo à un moment donné sur ce qu'est l'activité que vous avez rencontrée au long de l'année, mais elle ne nous dit pas le film. Or, l'expérimentation R, elle nous montre véritablement le film, les allers et retours. Elle nous donne à voir, du coup, sur toutes ces transformations que vous opérez dans les parcours de chaque usager. Ce qui donne à voir aussi, je pense par exemple au NDPH, de montrer tout ce travail interne de coordination, de réinterrogation des parcours pour pouvoir les rendre les plus adaptés possibles aux besoins et aux évolutions de ces mêmes besoins au fur et à mesure de l'année. Donc ces trois travaux, même s'ils couvrent des champs assez similaires, sont bien complémentaires. Le premier, ici, l'annexe activité, l'idée, c'est de pouvoir se donner une vue globale et la partager ensemble, enfin, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas les outils et chacun s'approprie un petit peu les définitions de ce qu'est une mesure d'activité. Donc là, l'idée, c'est de venir avec une définition, peut-être imparfaite, mais l'idée, c'est d'en avoir une à un moment donné. Séraphin travaille davantage sur les finances et puis sur l'activité qui mène à définir ce qui coûte. Et là, on y retrouvera pour partie les transports qu'on voit très peu, ou qu'on voit pas du tout ici, sauf s'ils sont dans une visée d'adaptation de la personne et puis d'apprentissage. Et quand le suivi R, donc qui concernait au départ tous les DITEP, mais qui concerne aussi, et on vous invite à vous y intégrer, tous les dispositifs IME, DIM, DAM, etc., mais aussi ceux qui ne sont pas encore autorisés, mais qui ont vocation à le devenir prochainement, et de pouvoir montrer toute cette gestion, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit ni dans l'annexe activité, ni même dans Séraphin. Donc l'idée, c'est bien d'être sur les trois, sans que l'un ne mange l'autre, aucune, aucune difficulté là-dessus. Merci. Et nous allons donc repasser un temps pour répondre à vos questions. Alors, je vois une question sur les UEE et UEI également. En effet, cette année, nous avons intégré dans Démarche simplifiée une mesure d'activité et de suivi des unités externalisées et internalisées, ainsi que les unités pour enfants polyhandicapés. C'est une donnée qui nous était manquante et qu'on a souhaité intégrer cette année. Peut-être qu'on ne la fera pas l'année prochaine, mais en tout cas, cette année, c'est un suivi que nous avons ajouté parmi l'ensemble des rapports d'activité qui existaient. Il y a une question également. Alors, je vois qu'il y a un petit pouce levé, donc la réponse a été apportée. C'est OK. Madame Fricot pose une question pour le CAMS du Doubs et de l'aire urbaine. Jusqu'alors, toutes les données d'activité des différents dispositifs, CAMS, EDAP, PCO, PCPE, étaient consolidées dans le rapport national CNSA. En plus des indicateurs PCO de la DITND, que fait-on pour les données 2024? Il faut différencier tous les dispositifs et faire un rapport pour chacun, soit que le CAMS sur la CNSA, la PCO sur les indicateurs DITND, EDAP sur des marches simplifiées et PCPE sur des marches simplifiées. C'est exactement ça. Pour les données d'activité du CAMS,
vous les complétez dans le cadre du rapport d'activité transmis par la CNSA. Vous n'êtes pas obligé de compléter l'annexe activité. Pour la PCO, vous avez déjà reçu le formulaire en ligne via démarche simplifiée, donc vous continuez à compléter via ce formulaire-là. Et pour les PCE et du coup, et les EDAP, vous pourrez compléter via le lien démarche simplifiée que l'on va vous transmettre dans le mail unique que vous allez recevoir. Je ne vois pas d'autres questions. Il va peut-être y en avoir d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant, j'ai l'impression que nous avons fait le tour. Ah, nouvelle publication. Hop. Sur les unités d'enseignement externalisées, c'est Madame Galland qui pose la question. Font l'objet d'une démarche simplifiée, donc elles ne doivent pas être comptabilisées dans l'activité de l'IME. Là, pour le coup, si, elles sont bien comptabilisées dans l'activité de l'IME puisque ça fait partie intégrante finalement de l'activité de votre établissement. Et c'est pas d'ailleurs, vous n'avez pas un nombre de places dédiées d'unités d'enseignement externalisées dans votre autorisation. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de... Je vous ai donné les dispositifs pour lesquels vous deviez les décompter de l'annexe activité. Pour les autres, dans la plupart des cas, même une PCPE, vous n'avez pas de place autorisée. On raisonne en file active. Donc là, vous ne la comptabilisez pas dans la file active indiquée dans l'annexe activité, mais ça ne va pas avoir d'impact sur le nombre de places autorisées. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si la réponse vous a convenu. S'il n'y a pas de petits pouces, ça veut dire vous pouvez peut-être réexpliciter pour qu'on puisse vous apporter la réponse adéquate. On laisse encore 1 ou 2 minutes si jamais vous avez quelques regrets. Alors, Madame Fricot, je reviens pour le CAMS. On doit remplir l'annexe activité pour PCO, EDAP, PCPE. Non. Pour PCO, EDAP, PCPE, on est bien sur des dispositifs complémentaires, donc ce sera à compléter via démarche simplifiée. Ce n'est pas à indiquer dans l'annexe activité. L'annexe activité, c'est que pour le suivi classique des établissements, hébergement, PMO, accueil de jour et il m'en manque un, hébergement. Alors, un rapport d'activité type au niveau des finances, une collaboratrice est en train de travailler à un rapport du directeur. L'idée de pouvoir analyser aussi au moment de l'EPRD, avoir un cadre unique au niveau de la région, puisque là aussi, on peut avoir une grande diversité, ce qui ne pousse pas du tout à pouvoir exploiter l'ensemble des rapports qui nous sont montés. Et là, l'idée de pouvoir vous donner sur 2 pages, je crois qu'in fine, elle en attend 3 à 4 maxi, de manière à structurer exactement les attendus et au regard des finances et au regard de l'activité, pouvoir se donner des règles communes pour ne pas se retrouver face à des rapports qui parfois font près d'une 50aine de pages où les réponses sont extrêmement délayées et qui ne nous permettent pas en fait d'exploiter la totalité des données. Donc, avec un rapport d'activité type, effectivement, c'est ce vers quoi on se dirige. Là, il n'était pas prêt pour ce 17 mars, mais l'idée, c'est de pouvoir vous le transmettre. Ça sera pour le PRD et puis ensuite pouvoir le réutiliser sur le ERD. Fin 2024, donc. En complément de l'annexe activité, les papillons blancs nous demandent: attendez-vous un rapport d'activité pour un IME ou CESAD et avec quelle information spécifique hors finance? Alors,
Je pense que Nadia a répondu à une partie de la question. Aujourd'hui, vous complétez l'annexe activité. S'il n'y a pas de spécificité ou de particularité, vous n'êtes pas obligé de nous transmettre un rapport d'activité en plus euh, dans, au niveau de la plateforme. L'annexe activité nous suffit. Pour le coup, je complète, le rapport d'activité, on souhaiterait le rendre unique aussi, tant pour le secteur personnes âgées que pour le secteur personnes en situation de handicap, puisque finalement, on est sur le même type de données et puis la même granulométrie. Donc, ce sera un rapport qui sera unique, partagé entre les deux secteurs et pour le coup, du coup, qui sera partagé aussi avec les départements avant sa diffusion. Et ça sera un rapport d'activité par finesse. Je dis ça par rapport à la question IME ou CESAD. Tout dépend si vous êtes sur un dispositif, vous avez déjà fusionné vos finesses. Et ben dans ce cas-là, c'est un seul rapport attendu. Sinon, c'est un par finesse existant dans votre autorisation. Alors, il y a une question de Monsieur Ardion relative au ESRP et ESPO, sachant que ce sont les seuls à porter ces établissements en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous propose de vous contacter ultérieurement après le séminaire et puis on pourra échanger parce que c'est assez spécifique. Voilà, puis depuis le décret de 2020, il y a quand même des choses qui ont évolué, donc je pense que ce serait bien qu'on puisse en échanger après le webinaire. Euh, Le son est taché. Ah, moi, je l'entends bien pourtant, mais Oui, je viens de reformuler, mais je coupe mon micro du coup. ok. Pour le rapport d'activité 2024, nous continuons comme d'habitude. Le rapport normé sera pour 2025. Alors, j'ai Parce- juste un petit doute sur ce que vous entendez par rapport d'activité, du coup. Bon, il y a un petit pouce levé, donc on a dû répondre à sa question. Ah oui, c'est le rapport en... Oui, ok, C'est c'est moi qui moi l'ai mis, qui... le plus. Oui. Oui, c'est bon, ça y est, j'ai fait le lien. C'est noté, Madame Hamelin, je vous recontacterai. Je note votre numéro de téléphone. On attend les questions, on n'en voit plus. On va attendre encore 15 secondes. Pour autant, la fac continuera à être enrichie à la fois à partir des questions-réponses de la séquence de vendredi, celle d'aujourd'hui et puis celle qui viendrait encore à survenir, puisqu'elles nous enrichissent toutes à chaque fois. Voilà. Ça nous permet de rebondir aussi. Par rapport aux questions qu'on avait eues vendredi, est-ce qu'il y a des éléments à repartager déjà ou c'était les mêmes questions? Non, puis il avait adapté le diaporama justement pour pouvoir déjà les intégrer dedans. Ouais, ok. Donc, Bien, bien, dans ce cas-là, on vous souhaite une excellente après-midi. On vous remercie par avance pour toutes ces différentes intégrations dans les outils qui normalement devraient pouvoir nous permettre de vous présenter tous ces résultats très prochainement. Ah oui, une question par exemple qu'on avait eue, c'était que pour les établissements du secteur public, hospitalier notamment rattachés, la date de retour, elle est au 8 juillet. Maintenant, on a beaucoup d'établissements qui nous les renvoient déjà au 30 avril. Donc, dès qu'on aura la quasi-exhaustivité des structures, et cette année, on cherchera l'exhaustivité d'ailleurs avec les collaborateurs du pôle finance, de manière à pouvoir justement travailler ces benchmarks et vous les présenter, ce qui les conduira évidemment à de nouvelles questions-réponses et à de nouveaux échanges avec vous. Merci.
Merci beaucoup. Et puis, je reste à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions et être en base arrière de niveau 2 si jamais on est sur des questions très spécifiques. Belle journée à vous également. Au revoir.